La sirène hurlait dans les rues de Paris, déchirant la nuit pluvieuse. Tandis que Sophie, menottée à l'arrière d'une voiture de police, sentait son monde s'effondrer. Elle avait été arrêtée pour un vol qu'elle n'avait pas commis, piégée par un ami qui l'avait trahie pour sauver sa peau. Mais le vrai choc vint quand, à son arrivée au centre de détention de Fresnes, une gardienne l'appela « femme » d'un ton moqueur, comme si son identité n'était qu'une étiquette fragile dans cet univers impitoyable. Sophie, 28 ans, avocate en herbe issue d'une famille bourgeoise de Lyon, n'avait jamais imaginé que sa vie basculerait ainsi. Elle qui avait toujours navigué dans les eaux calmes de la société respectable se retrouvait maintenant dans une cellule froide, entourée de murs gris et de regards hostiles. Dès les premières heures, l'atmosphère oppressante la submergea, les cris lointains, l'odeur de désinfectant mêlée à la sueur, et cette sensation d'être réduite à un numéro. Pourtant, au milieu de ce chaos, Sophie remarqua Marie dès le premier jour à la cantine. Marie, 35 ans, était une présence magnétique, blonde, avec des yeux bleus perçants qui semblaient lire dans les âmes. Elle se tenait à l'écart, observant tout avec une assurance tranquille. Condamnée pour escroquerie financière, elle avait un passé trouble, ayant grandi dans les banlieues de Marseille où la survie primait sur les règles. Sophie, assise seule avec son plateau, sentit un regard posé sur elle. Marie s'approcha, s'assit en face sans demander, et dit simplement « Nouvelle ici ? Ne laisse pas les gardiens te définir. » Ces mots, prononcés avec un accent du sud chaleureux, furent comme une bouffée d'air dans cet enfer confiné. Sophie, d'habitude si réservée, se surprit à répondre, racontant brièvement son arrestation injuste. Marie écouta, hochant la tête, et pour la première fois, Sophie se sentit vue. Non pas comme une criminelle, mais comme une personne. Les jours suivants, leur interaction devint quotidienne. Pendant les promenades dans la cour, sous un ciel souvent nuageux, elle marchait côte à côte. Marie partageait des anecdotes de sa vie, comment elle avait fui une famille dysfonctionnelle, où son père alcoolique imposait une vision rigide de la féminité, l'obligeant à se marier jeune avec un homme qu'elle n'aimait pas. J'ai divorcé à 25 ans. Et depuis, je vis pour moi, confia-t-elle un après-midi, alors que la pluie fine tombait. Sophie, touchée par cette franchise, ouvrait peu à peu son propre coffre-fort émotionnel. Elle parla de sa mère, une femme conservatrice qui avait toujours rêvé d'une fille, parfaite, mariée, avec enfant, suivant les traces familiales. Elle ne sait pas que je suis différente, murmura Sophie, le cœur serré. Marie ne posa pas de questions, mais son regard compréhensif en disait long. Bientôt, ces conversations devinrent un refuge. Sophie, qui luttait contre l'anxiété croissante de l'incarcération, trouvait en Marie une ancre. Un soir, lors d'une visite familiale, la mère de Sophie apparut au parloir, les yeux rougis. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» reprocha-t-elle, ignorant les détails de l'innocence de sa fille. Sophie rentra en cellule, effondrée, et ce fut Marie qui la consola, assise sur le lit du bas. « Les familles nous aiment à condition qu'on rentre dans leur case, » dit-elle doucement, posant une main sur l'épaule de Sophie. Ce geste, innocent en apparence,
alluma une étincelle. Sophie sentit une chaleur inattendue. Un trouble qu'elle avait toujours réprimé. Dans la société française, où les normes hétérosexuelles pesaient encore lourd malgré les avancées, admettre une attirance pour une femme était un risque. Mais ici, en prison, les règles extérieures semblaient suspendues. Au fil des semaines, leur lien s'approfondit. Marie aidait Sophie à naviguer les dynamiques carcérales, éviter les clans violents, négocier avec les gardiens. En retour, Sophie, avec son bagage juridique, relisait les documents de Marie pour son appel. Un jour, lors d'une fouille surprise, une gardienne trouva une lettre que Sophie avait écrite à Marie, rien d'explicite, mais assez pour susciter des soupçons. Attention, les amitiés comme ça attirent les ennuis, avertit la gardienne avec un sourire narquois. Sophie rougit. Mais Marie, plus tard, rit, laisse-les parler. Ce qui compte, c'est ce qu'on ressent. Ces mots firent vaciller Sophie. Était-ce de l'amitié? Ou quelque chose de plus? La nuit, seule dans son lit, elle repensait à Marie, à son rire, à sa force. L'attirance grandissait. Mais avec elle, la peur, que dirait sa famille? Et si cela compliquait leur libération? La tension monta quand Marie reçut une lettre de son ex-mari, exigeant qu'elle renonce à ses droits parentaux sur leur fille de 10 ans. Rester avec lui. Marie, effondrée pour la première fois, confia à Sophie, il dit que je suis une mauvaise influence. À cause de mes choix. Sophie comprit, Marie avait eu des relations avec des femmes avant, mais les avait cachées pour protéger sa fille. Ce soir-là, dans l'intimité de la cellule, Sophie prit la main de Marie. Tu n'es pas une mauvaise mère. Tu es courageuse. Leur regard se croisa. Et pour la première fois, Sophie sentit un frisson électrique. Mais au lieu d'agir, elle recula. Hantée par les voix intérieures, était-ce moral? Était-ce juste une illusion due à l'isolement? Le conflit intérieur la rongeait. Tandis que dehors, la société française débattait encore des droits LGBTQ+, avec des manifestations à Paris pour l'égalité, mais aussi des backlash conservateurs. Sophie se sentait piégée entre son éducation et ses désirs naissants. Les semaines devinrent des mois. Et la relation entre Sophie et Marie évolua en une intimité subtile, faite de regards prolongés et de confidences chuchotées. Sophie, qui avait toujours réprimé ses sentiments pour les femmes par peur du jugement familial, se surprenait à anticiper les moments avec Marie. Un après-midi, lors d'une session de travail en bibliothèque carcérale, Marie glissa un mot dans un livre, « Tu me donnes de l'espoir ici ». Sophie le lut, le cœur battant, et pour la première fois, elle répondit par un geste, elle effleura la main de Marie sous la table. Ce contact, discret mais chargé, marqua un tournant. Pourtant, Sophie luttait intérieurement, était-ce réel? Ou juste une échappatoire à la solitude? Sa famille, qu'elle contactait par téléphone, insistait sur son innocence, mais avec une pointe de déception. Reviens vite. Et marie-toi enfin, disait sa mère, ignorant tout de la tempête émotionnelle de sa fille. Marie, de son côté, affrontait ses propres démons. Son appel approchait. Et elle craignait que son orientation sexuelle,
s'y révéler. Ne joue contre elle. Les juges sont vieux jeu. Confia-t-elle à Sophie un soir. Ils voient les lesbiennes comme instables. Sophie, touchée, partagea son propre secret, à l'université. Elle avait eu une brève liaison avec une amie. Mais l'avait nié par peur. J'ai choisi la facilité. Admit-elle. Les larmes aux yeux. Marie l'écouta. Puis dit, la facilité nous tue à petit feu. Ces mots renforcèrent leur lien, mais attirèrent aussi l'attention. Une autre détenue, jalouse de leur proximité, murmura des rumeurs. Et bientôt, les gardiens les séparèrent pendant les repas. Sophie se sentit isolée, réalisant à quel point Marie était devenue essentielle. Un jour, lors d'une visite surprise de la sœur de Marie, la tension explosa. La sœur, une femme rigide de 40 ans, accusa Marie d'avoir ruiné la famille. Et maintenant? On dit que tu fricotes avec une autre femme ici? C'est dégoûtant. Hurla-t-elle au parloir. Marie rentra en cellule, brisée. Et Sophie la serra dans ses bras, leur premier vraie étreinte. Ne l'écoute pas, murmura Sophie. Mais ce geste fut vu par une caméra. Et le lendemain, elles furent convoquées par la directrice. Pas de relation inappropriée? Avertit-elle. Sophie, paniquée, nia tout, blessant Marie sans le vouloir. C'est juste de l'amitié? Mentit-elle. Marie, les yeux froids, s'éloigna ce soir-là. Sophie passa la nuit à regretter, réalisant que sa peur l'avait poussée à trahir celle qu'elle commençait à aimer. La réconciliation vint lors d'une promenade forcée. Marie confronta Sophie, « Si tu as honte de nous, dis-le. » Sophie, les larmes coulant. « Avoue, j'ai peur de tout perdre, ma famille, ma carrière. Mais je t'aime. » Ces mots, prononcés pour la première fois, libérèrent un torrent d'émotions. Marie l'embrassa doucement sur la joue. Et elles promirent de se soutenir. Pourtant, les pressions extérieures montaient. La mère de Sophie, apprenant des rumeurs via un avocat, envoya une lettre cinglante, « Ne salis pas notre nom avec des bêtises. Pense à ton avenir. » Sophie déchira la lettre. Mais le doute s'insinua. Était-ce égoïste de poursuivre cette relation en prison? Ou tout était amplifié? Marie, sentant son hésitation, proposa une pause. Mais Sophie refusa, choisissant enfin d'affronter ses sentiments. Bientôt, un incident majeur secoua leur équilibre. Une bagarre éclata en cour, impliquant une détenue homophobe qui attaqua Marie verbalement, « Les comme toi n'ont pas leur place. » Sophie intervint, défendant Marie, et reçut un coup. Blessée au visage, elle fut envoyée à l'infirmerie. Marie, inquiète, força l'entrée pour la voir. « Tu n'aurais pas dû, » dit-elle, bandant la plaie. Ce moment de vulnérabilité approfondit leur connexion, mais attira des sanctions, isolement pour Sophie. Seule dans sa cellule temporaire, elle réfléchit à sa vie, l'éducation catholique stricte, les attentes sociétales en France où, malgré le mariage gay, les préjugés persistaient dans les milieux conservateurs. Elle décida que Marie valait le risque. À sa sortie, elle déclara à Marie,
plus de mensonges. Cependant, la société dehors ne facilitait pas les choses. Des articles dans la presse locale sur les conditions en prison mentionnaient des « relations suspectes », alimentant les ragots. La famille de Marie, influencée par l'ex-mari, menaça de couper les ponts si elle ne se reprenait pas. Marie, déchirée entre sa fille et Sophie, confia « Je ne veux pas choisir ». Sophie, empathique, suggéra d'attendre la libération. Mais intérieurement, elle craignait que la réalité extérieure ne brise leur bulle. Le conflit moral la hantait, était-il juste d'aimer quelqu'un au prix de blesser d'autres? La tension psychologique s'intensifiait, chaque décision pesant comme une chaîne. La libération conditionnelle de Marie approchait, jetant une ombre sur leur relation. Sophie, encore loin de sa propre sortie, sentait l'angoisse monter. Et si dehors, tout change? Demanda-t-elle un soir, allongée sur son lit. Marie, assise par terre, répondit, on affrontera ça ensemble. Mais les mots sonnaient creux face aux réalités. Marie reçut une offre d'emploi à Marseille, loin de Paris où Sophie espérait reprendre sa vie. Pire, l'ex-mari de Marie intensifia ses pressions, utilisant la fille comme levier, si tu vis avec une femme, tu ne la verras plus. Marie, tourmentée, partagea cela avec Sophie, qui sentit une jalousie irrationnelle. Choisis-nous, implora-t-elle, mais regretta aussitôt. Le dilemme moral était clair, forcer Marie à sacrifier sa maternité serait égoïste. Pendant ce temps, la famille de Sophie organisait son défense. Son père, un homme d'affaires influent, engagea un avocat célèbre. Lors d'une visite, il dit « Oublie ces folies en prison. Concentre-toi sur ton innocence. » Sophie, irritée, défendit Marie implicitement, « Les gens ici sont humains. » Son père fronça les sourcils, sentant un changement. À la sortie, Sophie confia à Marie, il ne comprendrait jamais. Marie, sage, répondit, peut-être qu'il faut leur donner une chance. Mais Sophie doutait, en France, où les mouvements MeToo et LGBTQ+ gagnaient du terrain, les familles traditionnelles résistaient encore. Un article dans Le Monde sur les discriminations en prison renforça ses craintes. Un tournant vint quand Sophie reçut une lettre anonyme d'une détenue, « Marie te manipule pour sortir plus vite. » Bouleversée, Sophie confronta Marie, qui nia farouchement. « C'est pour nous diviser » cria-t-elle. Sophie, rongée par le doute, s'éloigna temporairement. Seule, elle analysa ses émotions, était-ce la paranoïa carcérale? Ou un vrai risque? Marie, blessée, se replia sur elle-même, refusant les conversations. La trahison perçue creusa un fossé, amplifiant les conflits intérieurs. Sophie repensait à sa vie d'avant, des amitiés superficielles, une carrière prometteuse, mais un vide affectif. Marie avait comblé cela. Mais à quel prix? La réconciliation se fit lors d'un atelier théâtral en prison, où elles jouèrent une scène de confrontation. Improvisant, Sophie dit « Je t'aime malgré les doutes ». Marie, en larmes, répondit « Alors bats-toi pour nous ». Elles se réconcilièrent, mais les pressions familiales s'intensifièrent. La mère de Sophie appela,
J'ai entendu des rumeurs. Si c'est vrai, ne reviens pas. Sophie, dévastée, choisit de mentir temporairement pour protéger leur lien. Marie, apprenant cela, fut furieuse, les mensonges nous détruiront. Leur première vraie dispute éclata. Révélant les failles, Sophie priorisait l'approbation sociale. Marie l'authenticité. Bientôt, un événement extérieur bouleversa tout. Une manifestation pour les droits LGBTQ+ à Paris tourna à l'émeute. Rapportée aux infos en prison. Marie, inspirée, dit, dehors, on pourrait lutter ensemble. Sophie, hésitante, vit cela comme un risque supplémentaire. Puis, l'ex-mari de Marie envoya un ultimatum, renoncer à Sophie ou perdre la garde. Marie, en pleurs, confia, ma fille est tout pour moi. Sophie, compréhensive mais brisée, suggéra une pause. Pas question, répondit Marie, choisissant de défier son ex. Cette décision, courageuse, renforça leur amour, mais attira des menaces légales. Sophie, se sentant coupable, promit d'aider juridiquement. Le climax de cette phase vint avec l'audience de Marie. Sophie, ne pouvant assister, attendit anxieusement. Marie revint victorieuse, libération accordée, mais avec conditions strictes. Elles célébrèrent discrètement, mais Sophie sentit l'ombre de la séparation. Viens à Marseille après, proposa Marie. Sophie acquiesça, mais intérieurement, elle luttait contre les attentes familiales. Le conflit sociétal pesait, en France. Les lesbiennes faisaient face à des discriminations subtiles, des emplois refusés aux regards hostiles. Sophie se demanda si leur amour survivrait dehors. La tension montait, chaque choix pesant comme un verdict. La libération de Marie marqua le début d'une période tourmentée. Dehors, à Marseille, elle lutta pour reconstruire sa vie, trouver un logement, un job, et reconquérir sa fille. Sophie, encore incarcérée, communiquait par lettres et appels supervisés. Je t'attends, écrivait Marie. Mais les doutes s'insinuaient. Sophie apprit que Marie avait revu son ex-mari pour la garde, et une jalousie irrationnelle la consuma. Est-ce qu'il essaie de te récupérer, demanda-t-elle lors d'un appel. Marie, irritée, répondit, fais-moi confiance. Cette distance physique amplifia les conflits, révélant les faiblesses de leur relation. Puis, un choc, la sœur de Marie, alliée à l'ex, répandit des rumeurs sur les réseaux sociaux, accusant Marie d'être une mauvaise mère lesbienne. Marie, effondrée, confia à Sophie, ils veulent me détruire. Sophie, impuissante en prison, conseilla de porter plainte. Mais intérieurement, elle se sentait responsable. Sa propre famille, sentant le vent tourner, intensifia les pressions. Son père visita, oublie cette femme. Elle te tire vers le bas. Sophie, furieuse, révéla enfin, je l'aime. Son père partit choqué, coupant les fonds pour son défense. Ce choix, libérateur, coûta cher, isolation familiale. Marie,
affrontant les tribunaux pour la garde, sacrifia beaucoup. Elle refusa un compromis proposé par l'ex, niait sa sexualité pour voir sa fille. Je ne mentirai plus, déclara-t-elle. Sophie, admirative. Promis, on gagnera. Mais une trahison vint de l'intérieur, une ancienne détenue, libérée, contacta la famille de Sophie, révélant des détails intimes. La mère de Sophie appela. Hystérique, c'est une honte. Sophie, blessée, accusa Marie indirectement, tes ennemis deviennent les miens. Leur appel suivant fut tendu. Marie criant, tu regrettes? Sophie, regrettant ces mots, s'excusa. Mais le dommage était fait. Le point de non-retour arriva quand Marie, sous pression, accepta temporairement de ne pas mentionner Sophie à sa fille. Sophie, apprenant cela, se sentit trahie. Tu me caches comme un secret sale? Marie expliqua, c'est pour la protéger. Mais Sophie, rongée par l'insécurité, rompit lors d'un appel, peut-être qu'on n'est pas faite pour ça. Marie, dévastée, coupa le contact. Seule en cellule, Sophie regretta, réalisant que ses peurs sociétales l'avaient poussée à l'autodestruction. Dehors, Marie affronta seule les jugements, amis la fuyant, employeurs hésitants. Pourtant, l'amour persista. Marie envoya une lettre, je me bats pour nous. Sophie, touchée, répondit. Et elles se réconcilièrent virtuellement. Mais un nouveau drame surgit, l'appel de Sophie fut rejeté, prolongeant sa peine. Blâmant le stress relationnel, elle confronta Marie, notre histoire m'a distraite. Marie, blessée, répliqua, ou elle t'a rendue plus forte. Cette dispute révéla les motins haussés, valait-il mieux sacrifier l'amour pour la liberté? Ou risquer tout? Sophie, en thérapie carcérale, explora ses traumas, une éducation répressive, des normes sociétales françaises où l'homophobie subtile persistait malgré les lois. Enfin, Marie gagna partiellement la garde, mais au prix d'une surveillance. Elle visita Sophie, on survivra. Leur étreinte au parloir, vue par tous, scella leur engagement, mais attira des regards hostiles. Sophie, libérée intérieurement, choisit, plus de retour en arrière. La tension culminait, menant à l'ultime confrontation. Après des mois d'attente, Sophie fut enfin libérée, innocentée par de nouvelles preuves. À la sortie de Fresnes, Marie l'attendait, un bouquet à la main. Leur étreinte fut passionnée, mais la réalité frappa vite. À Paris, Sophie reprit contact avec sa famille, qui posa un ultimatum, renoncer à Marie ou être déshéritée. Pense à ton avenir, implora sa mère. Sophie, déchirée, choisis Marie, mon avenir. C'est elle. Ce rejet familial la blessa profondément, mais libéra son esprit. Elles s'installèrent à Marseille, où Marie luttait encore pour intégrer sa fille à leur vie. La petite, curieuse, posa des questions, pourquoi de maman? Marie expliqua doucement, affrontant les regards des voisins conservateurs. Pourtant, les conflits persistèrent. Sophie, cherchant du travail, fit face à des discriminations,
un employeur refusa sa candidature après des recherches sur son passé carcéral et sa relation. La société n'est pas prête? Confia-t-elle à Marie. Ensemble, elles rejoignirent une association LGBTQ+ à Marseille, militant pour les droits. Un jour, lors d'une manifestation, elles affrontèrent des contre-manifestants homophobes. Sophie, courageuse, prit le micro. L'amour n'est pas un crime. Ce moment d'éveil la transforma, mais attira des menaces anonymes. Marie, protectrice, suggéra de déménager. Mais Sophie refusa, on ne fuit plus. Le climax vint avec la famille de Marie. L'ex-mari, furieux, intenta un nouveau procès pour la garde, arguant que leur mode de vie était immoral. Marie, épuisée, confia à Sophie, peut-être que je dois choisir. Sophie, paniquée, argumenta, on est une famille maintenant. Le procès fut tendu, avec des témoignages déchirants. Sophie, appelée à la barre, défendit leur amour, l'amour vrai transcende les normes. Le juge, progressiste, trancha en leur faveur, mais avec des conditions. Victoire aigre-douce, elles gardèrent la fille, mais perdirent des amis et des soutiens. Dans l'après, Sophie et Marie reconstruisirent, affrontant les dommages psychologiques. Sophie, en thérapie, explora ses blessures, le rejet familial, les préjugés sociétaux. Marie, de son côté, regretta certains choix, j'ai blessé ma fille pour nous. Leur relation, forgée dans le feu, devint plus forte, mais pas sans cicatrice. Un soir, sur la plage de Marseille, elles se promirent fidélité. Peu importe le prix, dit Sophie. Marie acquiesça, mais intérieurement, elle savait que les batailles continuaient. Au fil du temps, Sophie publia un livre sur son expérience, exposant les discriminations en prison et dans la société française. Cela attira l'attention, mais aussi des critiques conservatrices. Marie, fière, la soutint, et elle devint un symbole pour d'autres. Pourtant, les doutes moraux persistaient, avait-elle raison de défier les normes au risque de blesser leurs proches? La fille de Marie s'adapta, mais avec des questions innocentes qui poignardaient. Sophie, un jour, confronta sa mère par lettre, « Accepte-moi » ou « Perds-moi ». Pas de réponse. Finalement, leur histoire se stabilisa dans une paix relative, marquée par l'amour et les sacrifices. Mais la question demeure, dans une société où l'amour entre femmes est encore contesté, est-il moral de poursuivre son bonheur au prix de la souffrance des autres?